Bonjour à tous et bienvenue dans le Best-of de France 24, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages de la semaine, tournés aux 4 coins du monde. Dans cette édition, nous irons dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Les autorités ont approuvé une loi permettant aux professeurs de porter une arme à l'école. Une décision qui fait polémique en plein débat sur le contrôle des armes à feu. Et puis, au Mexique, les victimes d'actes criminels recevront désormais des compensations. Mais les caisses de l'État ne sont peut-être pas assez remplies pour indemniser ces dizaines de milliers de victimes. Mais d'abord, direction le Pakistan. Kamikazes, voitures piégées, kidnapping, les talibans n'ont pas cessé de multiplier les attaques contre les électeurs et contre les candidats aux législatives. Ils jugent ces élections non islamiques et ont promis de perturber le déroulement du scrutin de samedi. Un scrutin pourtant historique, c'est la première fois qu'un gouvernement civil termine son mandat et donne le pouvoir à un successeur démocratiquement élu. Nos reporters Julien Fouché et Taha Siddiqui ont suivi des candidats à la veille du vote. Voici leur reportage. Les talibans ont juré la mort de cet homme, Haroun Bilour, est le candidat du parti laïque à Peshawar et ne se déplace jamais sans une imposante escorte armée. L'an dernier, les insurgés ont assassiné son père, alors député de la circonscription. Malgré les menaces, il a décidé de reprendre le flambeau familial. Il nous a dit d'enlever tous nos drapeaux, mais comme vous voyez, ils sont toujours là. C'est ici que commence ma circonscription. Notre parti a été désigné comme une cible par les talibans parce qu'ils veulent déstabiliser le pays et nous sommes le seul grand parti à nous opposer à eux. Ces 5 dernières années, les talibans ont tué 700 membres de l'ANP, le parti d'Haroun Bilour. Depuis le début de la campagne, son mouvement a été la cible de 25 attaques terroristes. Je conseille à toute la population de rester à l'écart de tous les rassemblements organisés par les partis laïques qui ont gouverné le pays. Sur ces images, on voit les dégâts provoqués par la bombe qui lui était destinée il y a seulement 3 semaines. L'attentat suicide a tué 16 de ses militants. Depuis qu'il a survécu par miracle à l'attaque, plus question pour Haroun d'organiser des bains de foule. Les contacts avec ses partisans se limitent à ces petites réunions. Je remercie tout le monde d'être venu, les anciens comme les plus jeunes. Même protégés par des tireurs sur les toits, ils ne s'attardent jamais plus de quelques minutes. On n'organise que des rencontres dans des endroits fermés pour limiter les risques. Vous pouvez vraiment être attaqué à tout moment. N'importe quand, n'importe où. Ces menaces ne semblent pas concerner son adversaire islamiste. Ce parti radical utilise le même drapeau que les talibans et leurs discours sont quasiment identiques. Les laïcs se sont opposés à nos leaders religieux. Ils sont contre l'islam. Ce sont à cause de leurs choix politiques qu'ils sont attaqués. Mais ce parti n'est plus à l'abri. Juste après ce tournage, un des candidats islamistes dans les zones tribales a été visé par une attaque talibane. Même la rhétorique anti-occidentale prônée par ce parti religieux ne suffit plus. Contre le lobby juif, contre le système occidental, vous l'avez deviné, notre symbole, c'est le Coran. Le Coran ne protège plus. Les talibans ont juré la mort d'une démocratie contraire à l'islam. Les observateurs s'attendent à un très faible taux de participation le jour des élections, une journée à haut risque. Nous menons une guerre culturelle. Voilà les mots de James Porter, le nouveau leader de la NRA, puissant lobby américain des armes. Il a promis de défendre le droit au port d'armes et dénonce les réformes proposées par Barack Obama. Aux États-Unis, le massacre de Newton, où 20 écoliers ont trouvé la mort, a suscité de vives réactions. Et pourtant, à partir du 1er juillet, dans le Dakota du Sud, les professeurs seront autorisés à porter une arme au travail. Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Rader. J'ai dû commencer à venir avec mes parents, avec mon père quand j'avais 6 ou 8 ans. C'est le côté sympa. Quand vous voyez le petit-fils qui suit son grand-père et le papa qui essaie toujours d'être meilleur que son propre père, c'est simplement notre héritage, notre tradition. Dans son club de tir au milieu de nulle part, Chris Chamness le voit bien, la chasse et les armes sont dans les gènes du Dakota du Sud. La grande fête de l'année ici, ce n'est pas Noël, ce n'est pas Pâques, ce sera dans quelques mois avec l'ouverture de la chasse. Oh !
Le troisième samedi d'octobre, c'est l'ouverture de la chasse aux faisans. Aussi bête que ça puisse paraître, c'est l'occasion pour toutes les familles de se retrouver. Et honnêtement, c'est bien meilleur que de se retrouver pour un enterrement. Dans ce contexte, le débat sur les armes qui agitent le pays est perçu très différemment et le Dakota du Sud a décidé de suivre son propre chemin. Cette parlementaire locale a voté oui à la nouvelle loi de l'État. À partir du 1er juillet, les écoles qui le souhaitent pourront avoir des professeurs armés. J'ai 3 enfants et pour moi, il s'agit plus de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger tout seuls. Notre État est très rural. Si vous allez dans le comté de Harding, par exemple, les policiers les plus proches ne peuvent pas arriver en moins de 30 minutes. C'est juste beaucoup trop s'il y a une tragédie. Dans le détail, aucune école ne sera obligée d'avoir une sentinelle armée. Mais la loi permet à chaque localité de choisir. Et ce sont bien sûr les zones les plus reculées, les plus loin des villes, qui sont susceptibles d'adopter le système. C'est peut-être cette tradition de la chasse, cette culture des armes qui a poussé le Dakota du Sud à agir dans le sens exactement inverse de ce que voudrait la Maison-Blanche. Barack Obama, après la tragédie de Newtown, souhaitait moins d'armes en circulation pour protéger les enfants. Le Dakota du Sud souhaite plus d'armes pour veiller sur eux. Les professeurs qui seront volontaires pour porter une arme recevront un entraînement similaire à celui fourni aux policiers. La loi est radicale et elle n'est pas passée sans débat. Paula Hawkes, mère de 3 enfants, est enseignante mais aussi parlementaire. Elle a voté contre. Je suis toujours aussi mal à l'aise avec l'idée que mes enfants soient dans une école où leurs professeurs ou des volontaires viennent avec une arme à feu pour les protéger. C'est vraiment une loi réactionnaire quand on pense à ce qui s'est passé dans les écoles dans le pays. Je pense que les gens veulent une réponse et ils la veulent maintenant. Ils veulent qu'on fasse quelque chose pour pouvoir dire « Regardez, on protège nos enfants ». Le Dakota du Sud est le premier État à signer une loi favorable aux armes depuis la tragédie de Newtown. C'est aussi un des rares États américains à n'avoir jamais connu de fusillade meurtrière. Et enfin, au Mexique, les victimes d'actes criminels pourraient bientôt toucher des indemnités de la part de l'État. Le président Enrique Peña Nieto a promulgué une loi pour aider des dizaines de milliers de victimes. Mais beaucoup restent sceptiques. Au Mexique, la corruption fait des ravages et la plupart des crimes sont non résolus. Témoignage recueilli par Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Une loi qui promet reconnaissance et indemnité aux victimes de délits et violations des droits de l'homme, Javier n'osait plus l'espérer. Cet ancien haut fonctionnaire de police a été témoin d'abus de pouvoir et d'actes de corruption. En 2007, il multiplie les lettres au président de la République et les dénonciations dans les médias. Il est alors harcelé et menacé de mort. Ça aurait été un coup dévastateur pour la crédibilité du ministre de la Sécurité et du président. Alors j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en train d'affronter un ministre, mais aussi tout le gouvernement mexicain. Pendant des mois, il mène son combat et accumule les preuves accablantes, jusqu'à ce jour de février 2008 où il est arrêté, passé à tabac, puis condamné à 10 ans de prison. Motif, divulgation de secrets d'État. En septembre 2012, il est relâché faute de preuves. On ne m'a donné aucune excuse, voilà, tu es libre, c'est tout. Aujourd'hui, il voudrait récupérer son honneur et les 5 années de salaire qu'il a perdues. Pour cela, il compte sur cette nouvelle loi des victimes. Rien ne me rendra le temps que j'ai passé en prison ou toutes ces humiliations. Mais que je sois réhabilité, je crois que ma famille et moi, nous le méritons. Mais pour d'autres, cette loi des victimes est une mascarade juridique. Maria et ses petits-enfants vivent désormais en paix. Mais ces adolescents portent en eux l'image de leur mère Nadia, battue à mort par leur père sous leurs yeux. Lorsqu'elle a été retrouvée morte, elle était agenouillée, une corde autour du cou, des marques de strangulation avec un câble et une aiguille à tricoter plantée dans le thorax. La police n'arrive que 5 heures plus tard et commet de graves erreurs. Ils ont laissé la corde sur place, le câble électrique, l'aiguille à tricoter, et ils ont laissé tout ouvert. Ils n'ont pas mis les scellés sur la maison. Du coup, 2 jours plus tard, Bernardo, le mari de ma fille, et sa famille ont récupéré les preuves, ils les ont empilées dans la cour et les ont brûlées.
Les témoignages des enfants concordent. C'est bien leur père qui a tué Nadia. Leur récit a été écarté sans justification. Les enquêteurs ont conclu à un suicide. Mais Maria n'était pas au bout de ses surprises. Nadia est décédée en 2004. Et ce soi-disant inspecteur, si incompétent, lui, il a obtenu son diplôme en 2008. Cela fait 9 ans que Maria se bat pour que justice soit faite, mais elle ne croit pas en cette nouvelle loi des victimes et se moque bien de recevoir une indemnité. Les autorités ne reconnaissent pas que des erreurs ont été commises. Alors à quoi vais-je avoir droit si je ne suis même pas reconnue comme une victime? Comment veulent-ils réparer les dégâts si les délinquants, si l'assassin de ma fille marche tranquillement dans la rue? Au-delà des indemnités, la loi proclame aussi le droit à la justice et à la vérité. Mais pour Maria, ces concepts ne viendront pas à bout de la corruption qui a entaché l'enquête sur le meurtre de sa fille. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Best of de France 24.